Bon matin tout le monde. Je m'attendais à une petite salle de 10 personnes. Là, je suis un petit peu intimidé. Là. On va essayer de me forcer un petit peu à ne pas montrer un peu mon stress là-dessus. Does any of you in this room just speak in English or understand only in English? Great. Fait qu'on pourrait continuer en français, ça, c'est pas un problème. Excellent. Alors bonjour, merci d'être venu au Hackfest. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de nouvelles hier qui est apparue dans le Journal de Québec? Comme quoi que la ministre Gould elle va faire appel à vous, communauté des hackers, pour être capable d'aider le gouvernement canadien à maintenir son intégrité dans les élections. C'est une très bonne nouvelle. En tout cas, l'annonce est une très bonne intention. Puis ce matin, je promenais ça sur les médias dans la région de Québec ici, à TVA, à 93, 98.5 à Montréal, pour amener encore là cette bonne nouvelle, parce qu'à un moment donné, c'est ça qu'il faut faire. Il faut amener le gouvernement. Le gouvernement, il faut qu'il amène la population à se mettre un peu de la partie. Parce que les gens qui travaillent au CST à Ottawa, en passant, je ne suis plus du gouvernement fédéral, je suis vraiment indépendant comme vous l'êtes aussi. Il y a toujours des ressources qui ont besoin, sans nécessairement que ça devienne quelqu'un qui qui est employé au gouvernement fédéral. Fait que l'action citoyenne est toujours la bienvenue. Puis je crois que c'est ça que la ministre Gould voulait dire hier. Fait que ça, on va le voir à travers les prochaines semaines, mois, si ça va se concrétiser, puis je crois que ça va être à votre avantage d'être à l'attention, puis peut-être c'est des emplois potentiels pour tout le monde. Fait que la présentation qui va suivre va être encore là une élaboration sur une présentation plutôt sur la menace, les différentes menaces qui nous guettent ici en 2018 et même un petit peu dans l'avenir. Est-ce qu'il y en a qui étaient à l'Université de Montréal un peu plus tôt cette année, qui auraient vu cette parfait, c'est tout du monde nouveau, excellent, on va avoir du plaisir ici aujourd'hui les amis. Fait que donc, je vais présenter donc ces éléments-là. Il y a une connotation historique à travers de ça, une connotation aussi réelle du contemporain, de tous les jours, avec laquelle, donc, il faut juste encore une fois prendre connaissance, qu'est-ce que ça en est, ces menaces-là, et après coup, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme individus, à protéger notre système d'information, notre environnement, et après coup, être en mesure aussi, donc, de s'adresser pour que demain, ça ne soit pas la catastrophe qu'on anticipe. Donc, est-ce qu'on peut se protéger contre un potentiel Pearl Harbor de façon cybernétique. Fait que là-dessus, d'où j'arrive, moi j'arrive du monde militaire. J'ai passé 23 ans à travers les années avec le ministère de la Défense nationale. J'ai commencé comme un soldat d'infanterie au Moyen-Orient, un peu partout. Puis après ça, je me qualifie des premiers cybersoldats. Donc, passer de l'infanterie avec une arme, des bottes puis un sac à dos de 85 livres, à aller m'asseoir avec un clavier souris et un écran. Un petit peu un contraste des années 90. Mais il cherchait du monde pour gérer des réseaux informatiques. Fait que ça a l'air, j'ai levé ma main, j'ai pris une chance, je me pensais le plus brillant de la gang, puis ça a donné ça aujourd'hui. Je me suis occupé d'un réseau informatique à la base de quartier général, où le stress est quand même assez élevé. Puis là, après ça, ils ont vu que je me faisais ça pas pire, ils m'ont piché à être en charge du réseau métropolitain de Montréal, qui est 5000 usagers, 25 sites séparés. Fait que ça avait l'air un challenge intéressant, mais avec l'an 2000, la crise du verglas venait de passer. À un moment donné, ça en a eu pas mal rôle pompon. Puis après ça, j'ai été, par contre, ils m'ont donner un petit, pas un cadeau, mais une opportunité, avec un chèque en blanc, d'aller rebâtir le Collège militaire royal à Saint-Jean. Ça, c'était une belle aventure de 9 années, où je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui bâtissez des réseaux, mais on vous donne la carte blanche pour faire ce que vous imaginez qu'il y a le mieux à faire, là. Projet d'une vie. Ça, je vous le souhaite en tout cas. Fait que c'est comme ça, où même dans le fond de l'eau, des fois, je retrouve des ordis, je les répare là, puis je m'assure que la connectivité est intacte, puis que personne ne va venir les hacker à profondeur qu'ils sont. Fait que ça, des fois, c'est des choses qui arrivent. All right. Maintenant, on va se donner une base de référence commune. Qu'est-ce que la cybersécurité? Mais aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un enjeu. Non pas, encore là, ce que j'aime pas voir, c'est souvent, lorsqu'on parle dans les entreprises, la cybersécurité, elle est vue comme un mal nécessaire. Au même titre qu'une prise électrique, on s'attend de brancher quelque chose, l'électricité va nous donner l'énergie qu'on veut. Puis j'ai tellement vu souvent dans les entreprises que le chapeau de la cybersécurité, c'est le VP Finance qui s'en occupe. Si la finance va bien, la sécurité informatique va bien. S'il faut qu'il coupe les budgets, bien là, c'est là que la sécurité elle coupe aussi. Fait que des fois, c'est pas correct. Cependant, l'image que j'ai amenée là, c'est pour me démontrer qu'il n'y a plus de devant et de derrière, autrement dit. Il n'y a pas un front en avant où l'ennemi va être là. Non, non. La menace informatique, elle est omniprésente, elle est omnidirectionnelle. Elle vient de toutes les directions possibles, gauche, droite, avant, arrière, en haut ou en bas. Fait que c'est là qu'il faut être quand même conscient que, et puis en passant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en informatique, il n'y a pas de discrimination sur le genre, le sexe. Après ça, l'orientation sexuelle, la religion, les croyances, de quoi que ce soit, c'est tout des 0 et des 1. Ça, je pense que vous l'avez réalisé, mais encore là, il faut le rappeler aux décideurs parce que ce n'est pas un élément politique, ça devient un élément vraiment opérationnel, ça marche ou ça ne marche pas. Un peu comme Sun Tzu, il l'a déjà dit des milliers d'années,
C'est drôle parce que c'est une maxime où ce que ça dit, je vais paraphraser, où ce que si on se connaît soi-même, on connaît ses outils, on va être sûr de réussir à travers n'importe quelle bataille. Si on se connaît, on ne connaît pas l'ennemi, on a des chances de réussir. Mais si on ne connaît pas l'ennemi et on ne connaît pas nos propres forces et faiblesses, c'est là qu'on risque de se péter à la face, comme on dit en bon français. Fait que là-dessus, c'est encore là une maxime que je trouve intéressante parce que faut connaître dans quoi qu'on s'embarque. Puis malheureusement, des fois, on plonge peut-être première, comme je vous ai dit en introduction, puis on ne sait pas trop tôt où ça va nous amener. Cependant, il faut apprendre vite, il faut apprendre bien aussi. Le cycle de la cybersécurité, encore là, c'est un cycle qui se répète, un cycle qui est vivant. Vivant dans le sens qu'il ne faut pas rester statique. Ça, c'est ce que je trouve dommage dans beaucoup d'entreprises. C'est qu'une fois qu'ils ont dit, on a mis la sécurité en place, on a acheté le firewall, on a mis les règles en place, on a mis en place une politique de cybersécurité, le président l'a signé, tout le monde l'a lu, on est safe. OK? Après, il arrive quoi? Puis trop souvent, les gens, ils restent assis là-dessus jusqu'à temps que l'incident arrive. L'incident arrive, ça frappe, tout le monde est pris de court, puis là, après ça, ils se regardent, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est un peu ça qu'on retrouve dans les médias d'aujourd'hui. On trouve que des compagnies sont vraiment démunies, ils ne savent pas par où commencer. Et par contre, ils devraient le savoir, c'est supposé être dans le plan d'action, dans le plan de recouvrement en cas de désastre, qui fait partie d'une politique de cybersécurité. Fait que souvent, soit ils oublient de la mettre, soit qu'ils ne l'ont pas tout simplement mis, ils l'ont dessiné. Fait que ça, c'est une roue qui tourne. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça, où une fois qu'on l'a dessiné, on l'a mis en place, il faut la réviser, il faut la revoir, il faut tester. Qui en a qui fait des pen tests ici? 1, 2, 3, 4, bon, une dizaine. Puis c'est quoi votre feedback quand vous faites un pen test, puis vous remettez les résultats de votre pen test? Y en a-t-il qui peuvent le partager? Ça dit quoi? Le client dit quoi là-dedans? Il justifie comment? OK, il y en a qui sont heureux de l'avoir eu. Excellent, ça c'est bon signe. Y en a-tu qui ne veulent plus vous revoir de leur vie? Ils n'auraient jamais dû venir là? Des fois, là, c'est un éveil qui est brutal pour beaucoup d'organisations, beaucoup de décideurs, parce qu'ils se pensent, eux autres, au-dessus de tout, mais ils ne réalisent pas avec quoi ils travaillent. Fait que souvent, encore là, ça les amène un petit peu à une réalité. Fait qu'il faut-tu paniquer devant ça? Les dirigeants, il faut qu'ils paniquent. Les politiciens, on l'a vu hier, ils ne paniquent pas, mais ils sont réalistes, ils sont à l'affût. Puis là, je crois qu'ils vont commencer à actualiser les choses. La mise en place, la venue du centre de cybersécurité le 1er octobre, c'est une bonne nouvelle en soi, parce qu'avant ça, c'était quand même isolé, soit au CST, puis ils se lançaient à la balle entre les deux. Le centre de sécurité des télécommunications, la sécurité publique, le SCRS, la GRC, tout le monde se pichait à la balle. Fait que là, il y a un centre de cybersécurité qui est un centre d'excellence qui devrait faire la job. Scott Jones, j'ai eu l'occasion de parler souvent avec, encore là, amicalement, et j'ai confiance en ce bonhomme-là, et en même temps, son équipe, j'ai rencontré la semaine dernière à Ottawa, c'est des gens qui sont techniquement très compétents. Allez lire leur biographie, vous allez voir comment c'est impressionnant. Fait que ce n'est pas des deux de pique qui ont mis en place que c'est des gratuits de tiroirs et qui font ça depuis des années. Non, non, c'est des gens qui ont pataugé là-dedans, qui ont fait d'interception électronique, qui ont travaillé avec les vraies affaires. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai confiance. Ils ont tout en place pour le réaliser et la conséquence de l'annonce de Mme Good, je pense que ça va avec cet appel-là. Parce que quand on a des déclarations comme ça, des secrétaires à la Défense américains qui disent ça sent pas bon, puis ça s'en vient. OK, mais quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui sent pas bon? Fait que c'est des gens comme ça où, OK, s'ils s'avancent publiquement puis ils disent l'orage, elle se prépare, OK, peut-être on devrait porter attention et de se préparer envers cet orage-là. Comment? Bien, parce qu'ici, les cyberattaques sont de plus en plus moins coûteuses. On le voit dans le Darknet où c'est des services à louer, pareil comme une cassette vidéo. Excusez, ça ne se fait plus des cassettes vidéo. Pareil comme un abonnement Netflix. Puis après ça, ça devient de plus en plus efficace. Hein? J'ai des statistiques tantôt pour les types des attaques de données de services distribués. C'est plus juste une coupe d'ordinateurs mis ensemble. Non, non, on parle de millions d'appareils. Avec les IoT, je n'ai pas besoin de faire l'énumération de ça. Puis après coup, les moyens de se masquer le sont de plus en plus aussi faciles pour les menaces. Parlant de menaces, les acteurs principaux sont qui? Des fois, ça va être les espions industriels et les États. En passant, je ne sais pas eux autres, mais c'est lourd en tabarouette un casque d'acier de travailler avec un clavier, là. Ils ont dû juste pour la photo faire la forme. En tout cas, c'est bien inconfortable. Anyway, les Chinois, d'après vous, sont combien pour faire ce genre d'opération-là sur une base régulière? Bon, peut-être qu'ils n'ont pas des millions encore, mais ça s'en est, par exemple. 150, 130 000, c'est pas mal le chiffre officiel qui ressort. Pensez à ça, 130 000, 150 000 hackers dédiés à aller investir les pays et d'aller voler des secrets industriels.
Eux autres sont payés pour ça 24/7. C'est weird, mais c'est vrai. C'est en réalité. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se partent. Oui, vous avez une question? Juste par comparaison, le nombre de soldats dans l'armée canadienne, Puis là, quand je parle de ces gens-là, c'est des opérations offensives. Quand on va vers un autre pays, c'est pour faire une opération offensive, aller prendre l'information. Au Canada, on n'a pas de loi qui nous permet de faire des opérations offensives encore. Ça se travaille, ça va arriver. C'est mélangé présentement. Il y a un métier qui a été mis en développement. Donc, vous voulez être recruté demain matin pour être un cyberopérateur. Au centre de recrutement, ils ont les éléments pour vous enrôler pour ça. Puis il y a un programme qui s'en vient pour former des gens. Actuellement, le programme est voulu pour enrôler jusqu'à 300 personnes. 300, 150 000. Le NSA, eux autres, ils en sont une couple de milliers aussi à Fort Meade, au Maryland. Fait que c'est là que c'est disproportionné, mais ils ont le vouloir. Pourquoi la Chine est devenue un grand joueur mondial dans une économie mondiale? Bien, c'est avec ça. Ils ont rattrapé le développement technologique que tous les autres pays dans la planète ont fait, puis se l'ont approprié, comme tout le monde fait. C'est pas juste les Chinois, c'est pas juste les Russes, tout le monde sur la planète. Ah, lui, il a fait ça de même, ils vont aller le chercher, puis avec l'informatique, c'est encore plus facile. Fait que c'est juste ça qui arrive. Il y a aussi les cybercriminels, cachez-vous pas de ça, eux autres aussi ils ont un intérêt d'aller prendre connaissance de comment un ordi fonctionne. Le crime organisé est bel et bien organisé. Fait que ça, il ne faut pas l'oublier. Là-dessus, en passant, j'ai jamais vu, en tout cas, j'en connais pas trop qui pitonnent avec une cagoule, à moins qu'il fasse froid dans l'appartement. Pareil comme le cybermilitantisme. OK, j'ai mis le masque de Guy Fawkes, que c'est une icône maintenant du cybermilitantisme. Est-ce qu'on les revoit? Oui, récemment, on les entend revenir en avant-plan, le collectif Anonymous. Dans le cas du journaliste d'Arabie Saoudite, là, Jamal, qui a eu une mauvaise visite en Turquie, ils ont lancé l'opération Ob Jamal, je ne me souviens pas du nom complet du bonhomme, mais qu'ils veulent faire du tort à l'Arabie Saoudite. Puis on a commencé à avoir des attaques de déni de service depuis les 2 dernières semaines, même 3 dernières semaines depuis que c'est arrivé, puis qu'ils s'en prennent aux infrastructures essentielles de l'Arabie Saoudite pour justement faire passer un message du mécontentement. Mais entre vous et moi, est-ce que ça a un gros impact? J'en doute. Fait que mettre à terre un site web, arrêter de faire dérailler des processus informatiques, c'est tel que tel. Ça l'amène une attention, mais ça n'a pas, tant que ça ne fait pas planter sérieusement un environnement, une compagnie, le message ne passera pas. Exemple, Saudi Aramco, je le dis, je pense plus loin. Saudi Aramco, 35-40 000 PC qui ont été scrapés avec un kill disk botnet, un virus, un malware plutôt. Et ça nous a pris quand même un bout de temps à aller chercher 40 000 disques durs, ça ne traîne pas sur une tablette, en quelque part. Puis ils ont vraiment arrêté la production mondiale juste pour aller s'approprier des disques durs nécessaires pour rebâtir le PC. Fait que ça a un impact sérieux, mais ça n'a pas touché à la production pétrolifère. Si ça aurait été le cas, par exemple, wow, là, le message aurait été différent. Mais présentement, c'est juste des trucs administratifs qui arrivent. Et on a aussi les menaces à l'interne qu'il ne faut pas négliger. J'ai ces 2 personnages-là où pourquoi je les ai amenés? C'est des gens qui étaient des bons citoyens, des Blancs. Il y avait une code de sécurité qui était au-dessus de top secret, donc avec des lettres bizarres. Qu'est-ce que ça allait amener? Les gens avaient plein accès, le gouvernement avait pleine confiance en ces gens-là. Maintenant, est-ce que légalement, ce sont des criminels? Oui, parce qu'ils ont rempli des contrats, ils ont signé des contrats, puis ils ont enfreint la petite clause de non-divulgation de secret d'État. Par contre, est-ce qu'ils ont fait la bonne chose? Est-ce qu'éthiquement, ils ont fait la bonne chose? Là, vous pouvez en jaser dans le sens que il y en a qui vont dire que oui, d'autres vont dire que non. Fait que c'est là que le débat de société est intéressant. Sans leur révélation, est-ce qu'on serait encore dans l'ignorance? Oui, on vivrait encore dans un monde imaginaire quasiment. Fait que c'est intéressant parce que là, ça se débloque parce qu'on a toutes sortes de croyances envers la cybersécurité, puis de moment donné, il faut démoniser tout ça. Il faut arriver à ce qu'on fasse la vraie chose pour les bonnes raisons. Fait que faisons le tour un peu des petites menaces qui existent. Au Canada, on a 10 secteurs d'activité principaux qui définissent notre société, notre collectivité, qui sont les infrastructures essentielles. Avec ces 10 créneaux-là, notre société fonctionne tel qu'on le vit à chaque jour, puis c'est fantastique. S'il y en a 1, 2 ou 3 de ces éléments-là, des infrastructures essentielles qui ne marchent pas, ça ne va pas bien. Ils vont vous donner des exemples comment ça peut bien aller quand il y en a quelques-unes qui ne fonctionnent pas. En passant, qu'est-ce qui est, d'après vous autres, la menace envers les infrastructures essentielles en Amérique du Nord? La plus pressante, la plus pesante? Les Russes Nord. Oui? Quand il y a une attaque avec l'infrastructure IoT pas sécurisée, ça fait en dommage. T'es pas à jour. T'es pas à jour.
Non, non, je ne veux pas t'insulter, mais non, non, tu vas comprendre mon point après. Mais c'est vrai, par exemple, ça, c'est arrivé en Ukraine, puis juste avant Noël, en plus, le 23 décembre, qui ont été obligés d'aller, donc, se promener à pied puis remettre les breakers on. Tu sais, ça, c'est, au moins, il y avait un bypass manuel, mais c'est quand même assez tannant pour 225 000 personnes pour avoir d'électricité avant Noël. Oui! Hey, t'as lu mes affaires, ça n'a pas de sens, tabarnouche! Hey! Félicitations. Comment vous dites? Hein? Exactement. On parle de l'écureuil, on parle de toutes les bébites là, qui se déplacent dans la nuit qu'on ne veut pas voir, les ratons laveurs et tout ça. Et ça, c'est pas des farces, là. Ça, c'est une map réelle. Ça. En Amérique du Nord, sont documentés les cas d'attaque d'écureuils sur les infrastructures essentielles partout. Partout en Amérique du Nord. Et vous allez sur le site Cyber Squirrel, c'est vraiment là que se documentent toutes les attaques que font les cyberattaques. Non, mais c'est des attaques physiques que font les écureuils. Juste à Montréal, l'exemple, au mois de juin dernier, la nouvelle CHUM, le nouvel le nouvel hôpital universitaire de Montréal, a perdu d'électricité pendant quelques heures dans la journée. Puis ça a été documenté dû à un écureuil. Il s'est faufilé dans un transfo, puis il est resté là. Fait que c'est encore ça, je vous dis, là, c'est pas encore là des grosses préoccupations. Les gens, ils portent pas attention. On focus sur les hackers, les Chinois, ils vont venir nous fermer les lumières. Bon, mais attends un peu. Là. Est-ce qu'il faut tout éliminer les écureuils pour se prémunir contre ça? Non, là, il ne faut pas virer fou. Mais il faut être conscient, par contre, que l'électricité, ça peut arriver qu'elle peut tomber. Parce qu'en d'autres pays du monde, là, ils ont de l'électricité des fois quelques heures par jour. Alors, nous autres, ici, on est contents parce que des fois, par année, quelques heures, on manque d'électricité, on panique. Il faut prendre ça avec un grain de sel. All right? Mais des choses, par exemple, qui peuvent arriver pour de vrai, qui peuvent être dommageables, ce sont des menaces d'impact plus sérieux. Donc, si jamais il y a encore, parce que ça, c'est sa liste numéro 1 aux États-Unis, lorsqu'il y a des planificateurs, regardent qu'est-ce qui peut arrêter notre civilisation. Mais une attaque avec une bombe électromagnétique détonée à 400 km au-dessus du continent aurait possiblement cet impact-là. Il me semble que ça, c'est un impact à 100 kilotonnes. Je ne me souviens pas si c'est ça, mais anyway. Ils l'ont fait d'expérience dans les années 50, où ils ont fait une détonation sur des places dans le Pacifique, où il y avait des testing grounds, des champs d'essai. Et par la hauteur qu'ils l'ont faite, Hawaï a été coupé d'électricité pendant le temps qu'ils remettent ça en. Mais c'était quand même à des centaines de kilomètres de là. Fait que si ça arrive au-dessus de l'Amérique du Nord, c'est en nanosecondes que l'impact électromagnétique va se faire sentir. La majorité de tout ce qui est électriquement connecté, dont l'électronique, bien, ça va prendre une méchante claque. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais un transfo de 200 kVA, ça ne traîne pas chez Bureau en gros. Fait que ça prend des fois des années à bâtir des affaires de même. Fait qu'imaginez, vous en avez des milliers qui pètent en même temps. Combien de temps ça va prendre à récupérer ça? Je vous laisse la question à y réfléchir. Puis le missile en bas, ce n'est pas un missile de croisière ordinaire. Ça n'est un missile où ce qui a été développé par Boeing. La charge, ce n'est pas une charge cinétique qui va faire exploser un bâtiment. Non, non. C'est un générateur électromagnétique là-dedans qui passe. Puis sur un tracé, il va générer des ondes électromagnétiques pour être capable de faire cuire toute l'électronique sur son passage. Fait que c'est là qu'on s'en va un petit peu, puis c'est fatigant parce que ça touche à l'électronique, ça touche à l'informatique. C'est tannant. Au même titre qu'on l'a eu au Québec. Il y en a-tu qui étaient ici en 1989, en mai 89? Hein? Ça a été un beau party, ça a rue, pas de lumière, tout le monde, ouh, pas d'électricité. C'est une éruption solaire qui a affecté le réseau de transport d'Hydro-Québec, qui à ce moment-là était mal équipé pour prévenir contre ça. Fait que pendant tout ce temps-là, au Québec, là, vous voyez la carte là, en noir, là, vraiment, là, oups, en noir. Tout là, ici, c'est la portion du Québec. Vous avez les Grands Lacs, vous avez la Nouvelle-Angleterre, New York, tout ça. Puis en haut, le noir, là, c'est le Québec qui était plongé dans le noir. Ici, on ne voyait plus rien. Fait que c'est des situations où, oui, ils ont corrigé les réseaux de distribution depuis ce temps-là, mais ça n'empêche pas que ça pourrait arriver encore. Puis il y en a eu des éruptions solaires depuis, puis il y en a eu des événements où l'électricité a manqué. Pareil comme l'effet Carrington de 1889, où les télégraphes, les fils ont flambé tellement que l'induction a été puissante sur les conducteurs. Fait que c'est des choses de même, il faut se prémunir. Pareil comme la panne en 2003. Ça n'a pas été une éruption solaire. Y en a-tu qui l'ont vécu en août 2003? Oui, vous étiez où à ce moment-là? Montréal, puis vous avez vécu quoi? À Montréal, il y a eu de l'électricité à Montréal. Ah non, non. Tout le Québec, là, on est ici, nous autres, là. Le Québec a eu de l'électricité. Pourquoi? Les breakers, ils ont levé quand le balancement de charge n'a pas bien fonctionné pour toute la zone en noir ici, pour 56 millions de personnes qui ont perdu de l'électricité pendant 3 à 4 jours. Savez-vous comment est-ce qu'à Ottawa, ils ont réagi? Parce que là, Ottawa, l'Ontario, eux autres, ils étaient dans le chenoute. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour
comprendre où ce qui s'en allait avec les histoires. Ils ont été chercher ça sur une tablette, là, en quelque part, au ministère de la Défense. Ils ont fait ça. Ils ont ouvert ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait en cas d'attaque nucléaire? Étape 1. Étape 2. Pas de farce, là. Il n'y avait pas de plan. Il n'avait jamais pensé à la contingence de s'il manque d'électricité de façon massive comme ça serait quoi? Puis là, demain matin, vous vous réveillez, hey, on regarde tout partout, on appelle tout le monde. Personne n'a d'électricité. Fudge, on assume le pays. Puis ils ont été avec ce plan-là. Fait que là, ça a réveillé aussi des consciences parce qu'ils ont dit un peu, là, ça peut-tu arriver encore? Certainement. Puis ça, qu'est-ce que ça a été? C'est une console de gestion de GE ici, chez First Electric, qui a eu un race condition dans sa programmation. Puis à partir de branches d'arbres qui ont été donc sur une certaine section électrique. Et qu'est-ce que ça a causé? Ça avait un débalancement. Puis le débalancement, il a été mal géré par cette console-là. Puis ça a fait un effet cascade partout en Amérique du Nord. Fait que le rapport officiel, comme moi, j'y crois encore que le Blaster Worm qui se propageait à une vitesse grand V à ce moment-là, partout sur Internet, qui profitait du MS 0323, la vulnérabilité de Microsoft à ce moment-là, qui attaquait les ports RPC. Ça déplaçait vraiment vite. La GRC et le FBI ont déterminé non, ça n'a pas été la cause, ni le contributeur à ralentir les communications partout. C'est drôle, mais je parlais avec des opérateurs une année, puis oui, eux autres, ils ont vu ça ralentir parce qu'il y a des circuits, non pas dédiés, mais qui étaient par Internet, qui s'adressaient aux stations pour rééquilibrer les charges, puis qui n'ont pas été capables de parler à temps pour arrêter la débâcle qu'il y a eu là. Fait que c'est là qu'à demander, attends un peu, là, une centrale électrique, distribution, ne parle pas à des circuits dédiés, parle par Internet. Pourquoi? Une question d'argent. Au lieu de payer une T1, ça vaut quoi? 1200$ par mois. Bien, ils vont sur un circuit Internet, ça leur coûte 65,95, ils ont 125 mégabits, puis ils sont capables de converser. Hey, tout va bien, on a sauvé de l'argent. Bon, mais quand il arrive un événement comme ça, là, l'argent monte après ça. Pareil, là, des situations comme ça, le verglas en 98, rien qu'on pouvait faire, c'est un élément naturel. Ça tombe, les fils tombent à terre, 25 jours, pas de capable de rien faire. Ce qui était le pire là-dedans, quand je travaillais là-dedans, j'étais au centre des opérations à Montréal, puis là, on accueillait les troupes qui s'en venaient, puis on essayait de comprendre la gravité de la situation, puis ça rempirait quasiment à chaque heure. À un moment donné, ça devenait critique parce que même les fils de Bell tombaient, là, les infrastructures filaires n'étaient pas là parce que les autres aussi, il y avait de la glace. Là, on dépendait de l'infrastructure cellulaire. Mais là, pour que ça marche, une tour cellulaire, ça prend de l'électricité aussi, puis ça marche donc avec une génératrice. Mais là, à un moment donné, on avait, ça marche, une tour qui disparaît. Non, ça. On s'en va voir, quelqu'un venait voler la génératrice. Ah! Fait que, pas de farce. Il fallait faire, un moment donné, là, une garde armée pour être capable d'assurer que le réseau cellulaire, qui était le moyen primaire pour assurer la communication de tout le monde, bien qu'il n'y a personne qui volait ça. Fait qu'imaginez, là, ça c'est en 98. On est 20 ans plus tard. Bientôt 21, là. Est-ce qu'on est encore plus dépendant de cette technologie pour communiquer qu'avant? Beaucoup plus, beaucoup plus. Imaginez, là, oui, les gens, les bâtisseurs de réseau, ils y pensent, mais en même temps, c'est une des raisons, d'ailleurs, sur le long de l'autoroute 10, quand vous voyez les lignes, la ligne RTL des cantons, elle a été bâtie, c'est pour amener une boucle supplémentaire pour subvenir au manque d'électricité de la région de Montréal. D'ailleurs, ceux qui sont dans la région de Montréal, vous passez sur l'autoroute 10, où il y a la station de pompage d'Atwater, bien, ils ont investi X millions de dollars pour une turbine à gaz. Parce qu'à Atwater, dans le centre-ville de Montréal, lorsqu'il y a eu manqué d'électricité là, elle était à Montréal à 4 heures de ne plus avoir d'eau potable nulle part. Puis le mot d'ordre de service des incendies à ce moment-là était le building ici, il brûle, vous le laissez brûler, on met les pelles mécaniques dans les bâtiments à chaque côté ou en arrière, puis on laisse ça aller. Ping, fini. Pourquoi? Parce que l'eau est un peu plus importante à donner à tout le monde que d'arroser ça à pu finir pendant l'hiver, puis qu'on éteigne le feu. Fait que là, un moment donné, là, holy shit, là, le mot s'est passé dans la population. Là, la panique a commencé à pogner. Même le Centre Bell, il était prêt à recevoir des réfugiés, tout ça. Même eux autres, ils ont dit, OK, on ne peut pas rien faire là, si l'eau ne marche pas. Là. Fait que là, les gens ont commencé à réaliser, tabarouette, on a des grosses faiblesses. Et donc, de façon sociétale, ils ont adressé ces problèmes-là. Donc, c'est pour ça que je vous mentionne le truc de la turbine à gaz. L'an 2000, on est-tu encore ici? Oui, on a survécu à l'an 2000, c'est fantastique. Mais c'était-tu un problème qui était connu depuis longue date? Absolument. Les médias en ont fait un méchant plat. Les gens en shakaient, je veux dire, jusqu'à minuit et moins 2 le 1er janvier 2000. C'était fou. La plus grosse crainte qu'on avait, nous, à Défense, c'est si jamais il y a une lumière qui allume pas quelque part, puis un qui part en panique. Là, tout le monde aurait fait tout casser tout partout. Ça aurait été l'enfer. Sérieux, là, on se préparait pour ça. Pas pour le truck qui ne partait pas ou l'avion qui tomberait du ciel, comme beaucoup d'institutions, d'ailleurs, ils montraient ça comme ça. Mais c'est vraiment encore là, pour l'ensemble de la collectivité. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est de hacker
un moyen de support de la collectivité, donc essentiel quasiment. Ça, c'est un test qu'ils ont fait aux États-Unis sur comment attaquer un système de contrôle industriel rattaché avec une génératrice d'à peu près 125 kVA. Ça aussi, c'est une petite génératrice qu'on peut sûrement trouver chez Rona en spécial des fois, mais que ça alimente des grandes entreprises ou des hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré évidemment dans la boîte de contrôle et ils ont été capables, un peu comme si vous roulez en véhicule, puis là, tout d'un coup, vous mettez ça sur air pour route. Qu'est-ce que ça va faire en transmission? Qu'est-ce qu'on voit là à l'écran? Qu'est-ce que ça fait? Ça a brisé le shaft à l'intérieur, puis après ça, le moteur n'aimait pas ça, puis il a généré sa mécontentement avec de la fumée. Un peu comme je vous disais tout à l'heure, imaginez, là, on a une panne comme en 2003. Les hôpitaux sont avec des génératrices comme ça. Ils ont encore des circuits de com parce qu'il y a un backup cellulaire, etc. Puis là, il y a un comique qui est capable de prendre le contrôle de la génératrice-là et mettre ça off de même. Fait que, oups, plus d'électricité à l'hôpital. Ou, encore là, je vous parlais de mon histoire de centrale de traitement d'eau. Ça fait mal encore plus. Fait que pourquoi il y en a qui feraient ça? Il y a toutes sortes de raisons. Il y en a que c'est pour le LOL de le faire, pour le fun. Il y en a encore là, c'est des revendications, peu importe lesquelles. Mais il y en a d'autres, ça serait vraiment des avantages stratégiques. Puis d'après ça, de mettre une civilisation sur ses genoux, c'est vraiment des façons de faire dans un contexte de guerre. On est-tu en guerre au Canada? La guerre de l'information. Je vais y revenir dans quelques minutes. Des attaques réelles sur des pipelines, comme en Turquie ici. Pour le pipeline, pour qu'il explose comme ça soudainement, ils ont rentré dans un système de contrôle, de surveillance plutôt, qui, avec les systèmes de contrôle, il y avait la station de monitoring en Windows, et qu'ils ont rentré là, ils ont, par une caméra en wireless, rentré dans cette console, ils ont simplement pris des images lorsqu'il y a un état normal de l'écran avec les moniteurs pour la pression, les gauges de pression, et aussi la caméra de surveillance. Fait qu'après ça, ils ont remis ça en boucle sur l'écran qui était affiché pour les contrôleurs, alors que réellement, eux autres, ils ont créé une surpression sur le pipeline pour que ça explose sans que la personne n'en détecte rien, parce qu'eux autres, ils avaient l'impression que tout allait bien. Fait que c'est de là aussi une autre raison, puis un peu comme l'histoire tantôt, on parlait de l'Ukraine, eux autres aussi se sont fait investir avec des stations Windows. Comment ça se fait qu'ils sont accessibles de l'extérieur? En partant, là, moi, je pose ça comme question. Comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir accès et pourquoi ils avaient accès à l'extérieur? Ça, là, ça m'échappe un peu. Au même titre, les pacemakers, les appareils biomédicaux, ça a été prouvé maintenant. Ça, c'est un mannequin qui simule un patient. Et ils ont installé un pacemaker à l'intérieur avec une capacité de gestion Bluetooth à proximité. Mais cette proximité-là, si on l'amène avec une antenne, avec un gain, avec une antenne directionnelle, avec un haut gain, on est capable, à ce moment-là, à distance, d'être capable d'induire sur certains modèles de pacemaker. Puis ça a été documenté par St. Jude Medical. Puis on peut amener le pacemaker à faire d'autres choses que de garder la personne en vie et de l'amener à ce qu'elle ne vit plus. Puis de ça, le VP Cheney, quand il a vu ça avec Breaking Bad, il a dit « Tabarouette, je ne veux pas que ça m'arrive ». Il a fait enlever ce pacemaker-là, il a fait installer un, pas de fonction sans fil. Des fois, ça va assez loin, mais c'est des choses réelles. De Homeland, pas Breaking Bad, mais Homeland qui avait ça dans les émissions. Si on va aussi dans les éléments financiers, il y a des vols de banque qui arrivent aujourd'hui. On n'a plus trop des gars avec des cagoules qui s'en vont dans des banques faire peur au monde pour avoir de l'argent, parce que c'est assez difficile. Bien plus fait. Hey, comment est-ce qu'on... Qui vole de banque? Qui vole des banques ici? Qu'on saurait combien le montant moyen que c'est, là? Tu sais? Une couple de milliers de dollars. Right? Oui, combien? Non, je ne l'ai pas vu. Oui. Oui. C'est impensable en même temps que, si je ne me trompe pas, les instructions des gens à l'intérieur de la banque, c'est de retarder le plus possible, puis qu'après ça, les policiers s'en chargent, puis il y a une négociation, puis etc. Un voleur ne veut pas nécessairement en la vie humaine, il veut juste le moyen de capable de s'en sauver. S'il y a atteinte à la vie humaine, c'est parce qu'il y a un message politique généralement en arrière, ça devient du terrorisme à ce moment-là. Fait que, à la place, pourquoi pas aller hacker un guichet automatique, même mieux que ça, le réseau qui distribue l'argent à travers le monde. Fait que le réseau SWIFT, s'est fait avoir une couple de fois à des amplitudes quand même assez grandes, milliards de dollars. Puis ça en est un où ça a passé proche que ce soit un autre deuxième milliard de dollars. C'est 81 millions qui a été transféré sans problème d'autres différentes places. Puis ça va à travers un firewall qui était mal configuré au Bangladesh. Puis que là, il a emmené ça vers des banques fictives et en même temps des casinos à Hong Kong. Merci. Fait que là, après ça, ils ont dit « Ah, parfait, ça a marché une fois, on va refaire le même transfert pour 920 millions. »
Ils s'avancent à faire le transfert. Et quand ça arrive au niveau d'approbation de la Réserve fédérale américaine, il y avait une faute dans le mot fondation. Ils ont mis FUN au lieu de FON. Ça a levé un flag, tout a arrêté. Là, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça, ce transfert-là, ça s'en va où? Ils ont été capables d'arrêter ce vol-là qui a arrêté sinon de près d'1 milliard de dollars. Puis qui ça donne à faire ça? Ben, vous et moi. Moi j'aurais intérêt de faire ça. J'aimerais ça. Bon, c'est ça, pour le fun. Mais c'est souvent des États, des nations-États. La Corée du Nord a été, encore une fois, attribuée à aller se financer de cette manière-là, faire des détournements de fonds à travers le monde. Fait que c'est des éléments où est-ce qu'on en est responsable? Non, c'est les institutions financières, à un moment donné, il faut qu'elles rangent leurs histoires puis qu'ils ramènent leur procédure. Vol de propriété intellectuelle, rapidement, la Chine, l'unité C1398, c'est une unité du deuxième bureau de reconnaissance technique qui se veut de faire exclusivement du travail, d'aller ramasser vos idées que vous faites dans vos thèses de doctorat et de maîtrise et de s'en servir à des fins de production industrielle. D'ailleurs, c'est cette unité-là qui a été volée tout ce qui était du développement ici du CNRC à London et Ottawa il y a quelques années sur la sécurité quantique des réseaux informatiques. Bizarrement, ou heureusement pour eux autres, 2 ans après, regardons ça, ils mettent sur le marché un produit qui ressemble exactement à ce que Ottawa ils ont produit. Puis à Ottawa et à London, Ontario, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vraiment rentré par une porte, ils ont eu de la misère à l'enquête à déterminer où, ils ont scrappé tout l'équipement de réseau, 325 000 $ plus tard, ils ont mis leur réseau en place après 6-7 mois d'inopération. Fait que là-dessus, quand on parle de vous faites partie de la solution, là, c'est ça, où ce qu'à un moment donné, ils ont des moyens de faire, des façons de faire non documentées, puis ça devient weird par où ce qui passe et comment ils s'y prennent. Fait que c'est là qu'aujourd'hui, eux autres, la Chine, présentement, ils ont l'avantage technologique, alors qu'ici, on l'avait développé. Oui, une question? Par rapport à ça, quand on a des étudiants qui arrivent de ces pays-là, qui s'en viennent ici en retard, c'est vraiment un problème. Il va être meilleur que nous autres. Oui. Il y a 2 types d'étudiants. Tu as l'étudiant réel, comme vous et moi, quand on veut aller à l'école pour apprendre, et il y a l'agent de l'État qui est envoyé pour une raison bien spécifique. Puis ça a été documenté. Ça a sorti d'un rapport il n'y a pas longtemps, dans le Globe and Mail, citant les universités canadiennes. Ici au Canada, c'est Toronto et McGill à Montréal qui ont le plus d'agents actifs à aller prendre cette propriété intellectuelle-là puis ramener ça en Chine pour être capable que ça soit développé et utilisé. Un autre aspect qui est arrivé récemment, donc, c'est le détournement des routes BGP. Et ces routes BGP-là, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le protocole de routage sur les Internets. Et qui, tout d'un coup, la Chine a été capable de comprendre un petit peu le stratagème que les routes BGP, lorsqu'ils sont publiés, ne sont pas authentifiés. Et eux autres, ils ont publié un range d'adresses IP public, et tout d'un coup, parce qu'eux autres, ils ont des points de présence ici en Amérique du Nord. Fait qu'ils ont été capables de planter ça dans les routes en Amérique du Nord, et ça s'est répandu partout. Et exemple, ici, le avril 2010, ben, 15 du trafic Internet s'est retrouvé en Chine, puis dans des grosses compagnies comme Yahoo, Dell, Microsoft, IBM, et tous les sites .gov puis .mil, donc les sites du gouvernement américain, ont transité par la Chine pendant ces 15 minutes-là. Ça en fait du stock en tabarouette à analyser, c'est pas pire. Mais il y a d'autres événements, comme je cite ici, là, où c'est revenu, puis ça, c'est un autre rapport qui est sorti la semaine dernière, où il y a du trafic canadien qui est passé aussi par la Chine. Puis encore là, il y en a un qui me posait la question il n'y a pas longtemps, c'est quoi l'intérêt de la Chine de regarder, moi, en particulier, qu'est-ce que j'ai à échanger? Bien, si vous êtes un professionnel, vous êtes une sommité dans votre matière, puis vous avez développé des techniques avant-gardistes, bien, ils vont l'exploiter, ils vont s'en servir pour leurs besoins. Puis après ça, ils peuvent dessiner, ça c'est le service de renseignement en arrière, avec qui vous avez une connotation pour éventuellement, si vous avez quelqu'un que vous connaissez ou vous travaillez pour une industrie de la défense, une industrie de technologie, vous travaillez avec quelqu'un de chez Bombardier, chez SNC-Lavalin, chez Alcoa ici au Saguenay, développement d'aluminium, etc., sont intéressés d'aller jusque-là, eux autres. Fait que ça va être très subtil. Après ça, vous allez recevoir des sollicitations par courrier électronique très ciblées, donc du harponnage, pour après ça vous solliciter puis vous amener dans une autre direction et vous faire chanter éventuellement. Pareil comme ici, ça n'est un papier où l'employé n'avait pas grand-chose à faire, il était visité juste 9000 pages web à caractère pornographique, puis qu'il est tombé sur un malware qui venait de Russie. Puis USGS, là, c'est pas une petite bénerie, ça, là, c'est les ressources naturelles qu'on a ici au Canada, mais eux autres, ils voient à ce que détecter les tremblements de terre, anticiper les tsunamis, des choses géologiques comme ça qui se développent, pas juste aux États-Unis, mais dans le monde. Fait que le site au Dakota du Sud, bien, c'en est un site névralgique que s'il infecte les systèmes là-bas, ça enlève la capacité de recevoir les sensors, qu'est-ce qu'ils détectent. Fait que c'est fatigant, le tremblement de terre a lieu, personne n'est au courant parce que le sensor est offline. Ça sert à quoi? Fait que c'est là qu'encore là, comment se fait? L'enquête, c'est un rapport qui est sorti. Comment se fait qu'ils ont accès au site web pornographique sur les lieux de travail? Ça, là, je ne la comprends pas.
Puis après ça, il a même été capable de prendre sa clé USB, puis la planter, puis de downloader le stock dessus. Il y a des petits manques en quelque part. Au même titre que le manque de contrôle de qualité, là, ça devient fatigant parce que de plus en plus, les appareils, tous les appareils, je pense, qui volent aujourd'hui, commercial, ils ont tous des systèmes de contrôle électronique. Ça veut dire que, comme cet avion de transport ici, moderne, ils ont fait une mise à jour sur le logiciel qui gère l'apport de carburant des moteurs. Là, tout d'un coup, il a oublié que le moteur, un des trois moteurs, trois des quatre moteurs ont oublié de faire la bonne compensation de fuel. Donc, j'ai appelé ça comment? Le torque calibration. Puis à ce moment-là, l'avion a planté. Il y a 4 personnes qui en sont décédées. Fait qu'imaginez ça, vous allez en vacances à Cancun, puis là, vous avez un Airbus 320 ou peu importe le modèle qui arrive le même genre d'affaires. C'est là que le contrôle de la qualité. Alors, il me reste 100 minutes. Excellent. Fait que le contrôle de la qualité, il est fatigant parce que la compétition est féroce puis ça va vite. Ça va vite, là, et tout le monde veut en mettre de plus. Même chose des systèmes de défense, ça a été rapporté que ça, c'est une batterie. Elle s'est mise à travailler tout seul, une batterie allemande de Patriot en Turquie. Puis ça demande comment ça se fait, qui est au contrôle? Bien, personne n'est au contrôle. La batterie a commencé à bouger tout seul. Holy shit! Attends un peu, là. Une batterie anti-aérienne, de même, quelqu'un pourrait prendre le contrôle de ça à distance. Oh, attends un peu, là. Vous espérez ne pas être dans l'avion au-dessus de cette batterie-là dans ce temps-là, hein? Fait que c'est là que des fois, il y a des systèmes de défense, ça a été rapporté par le GAO américain il y a quelques semaines, comme quoi que, oui, il y a des systèmes de défense qui peuvent être prêts à contrôle à distance et il faut faire le travail beaucoup plus serré pour s'en prémunir et s'assurer que ça ne tombe pas des mauvaises mains. Rançongiciel, rapidement, c'est fantastique, il y en a partout, il y en a tout le temps, il y va en avoir encore d'ailleurs. Il y en a une bonne trolley qui se promène sur le Dark Web actuellement. Nouvelle génération, il n'y a aucun moyen de se départir parce que les anciens, il y a des logiciels qu'on peut se décrypter, rançongiciel sur un appareil. Les nouveaux, moins encore aujourd'hui. Rapidement, des DOS, ben, c'est là qu'on a de la misère un peu avec les DDoS parce que de plus en plus, ils sont assez phénoménales. On s'en va dans le terabit là, comme norme. Terabits par seconde. Il n'y a pas de grand système qui est capable de prévenir une attaque en terabits par seconde. Fait qu'il faut attendre que la tempête passe un petit peu. Fait que la dernière, le GitHub, 1350 gigabits par seconde, ça commence à être fatigant, ça. Même titre que là, la panne qui est arrivée de YouTube, peut-être d'entre vous autres, vous êtes des fervents de YouTube, là, vous avez arrêté de respirer pendant 1 heure, là, il n'y a pas longtemps. C'est une attaque de déni de service distribuée. Il y a certains sites de monitoring comme Digital Attack Map disaient que ça venait de l'Arabie Saoudite. Ah, ça doit être parce qu'ils voulaient bloquer la décapitation du Jamal en question. Puis, tu sais, là, ils ont mis toutes sortes d'affaires en conséquence l'un et l'autre. Il y a un groupe de hackers ici qui était le Ghost Squad Hackers qui ont dit, puis ont publié ces images-là. On se tue si c'est eux autres. Ils ont pris le flag. Ils ont dit, ah, c'est nous autres qui l'a fait. Ça vient-tu d'eux autres, ces statistiques-là? Encore là, vous et moi, on peut en faire l'interprétation qu'on veut, à moins qu'il y en ait qui soient de ce collectif qui pourrait dire oui ou non. Mais en attendant, on a juste ça pour prouver que c'est un ou l'autre. Mais l'attribution, on peut-tu vraiment dire que c'est eux autres? C'est la même chose. J'ai vécu l'expérience avec le PlayStation Network pendant un temps des fêtes, il a été attaqué. Puis, dans les forums de discussion, c'était des gens du collectif Anonymous qui ont été à l'intérieur du réseau PSN, voir et documenter, prendre des documents du PSN puis dire à Sony, regarde, votre réseau n'est pas sécure. Et sortir de là en mettant la bombe qui faisait l'écran de fumée pour s'en aller sans se faire détecter, qui est une attaque de déni de service distribué. L'année d'après, ils ont fait le même stratagème. Sony, ça ne marche pas, vous avez encore la même affaire, la même faille. Ils ont fait l'attaque de déni de service, puis là, c'est le Lizard Squad qui ont levé la main premier, puis ils ont dit, regardez ce qu'on a fait, regardez comment on est bon. Ça, c'est 2 jeunes Britanniques qui se sont fait arrêter aussi il y a quelques années. Mais tout le monde est forum de discussion, il dit, c'est qui ces innocents-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Encore là, c'est l'attribution. Puis souvent, on va vous donner l'exemple de TV5 en France. Elle s'est fait ramasser TV5, puis pris contrôle de son broadcast sur l'Afrique au complet. Qui a pris qui a levé la main et dit que c'est eux autres qui ont fait ça? L'État islamique. What? L'État islamique? Pourquoi qu'il y aurait intérêt, eux autres, à déclarer ça? Hey, ça influence 56 millions de personnes. Fait que toi, là, t'es zinzin en Afrique, puis là, tu regardes la TV et tu apprends que l'État islamique a hacké un poste de TV pour influencer tout le monde en Afrique. Wow! Moi, je veux suivre eux autres. Ils sont capables de faire quelque chose. Ça, c'est à l'intérêt qu'il y avait d'aller chercher la nouvelle. Alors qu'en réalité, c'est des gens de Russie qui ont été chercher l'accès à TV5. Fait que c'est des choses comme ça, des fois, qu'il faut aller en arrière de la nouvelle pour apprendre davantage c'est vraiment quoi qui s'est passé. Pornhub, quand que YouTube a arrêté, Pornhub lui a gagné en popularité. Puis ce qui est le plus surprenant, là, c'est les mots-clés ici qui ont circulé pour aller dans Pornhub alors que les gens vont sur YouTube d'habitude. Holy crap, il y en a qui n'ont pas grand-chose à faire, hein? Anyway, ça c'est... Vous voyez ici mon secteur de menace? Secteur de menace à la santé mentale, là. All right?
Fait que, vous voyez, j'ai bien du matériel à jaser. On me fait signe d'arrêter. Je vais essayer d'amener un petit peu la réflexion sur un autre niveau où, vous savez, comme moi, on se fait menacer beaucoup. Les logiciels sont incomplets parce qu'il y a beaucoup d'informations qui fuient à mauvaise place. De plus en plus, de moins en moins de législations sont à point. Le commissaire à la vie privée, là, je fais partie de ceux qui le bombardent pour lui dire « Hey, vous êtes en retard, il n'y a pas de conséquences quand il arrive un hack. » Exemple, il y a beaucoup de sous-ministres, quand je vais dans des conférences, je les prends à part, même des fois, cet hiver, au mois d'avril à Toronto, j'ai pris un sous-ministre de la Sécurité publique, j'ai dit « Qu'est-ce qui est arrivé avec Ashley Madison? » Je veux dire, vous avez fait une enquête bilatérale avec le commissaire à la vie privée d'Australie et du Canada. Vous avez démontré qu'ils ont été fautifs, ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Les informations personnelles de plusieurs personnes, on parle de 38 millions de personnes, d'usagers, ont été compromis. J'en connaissais un d'ailleurs là-dedans qui a pris son adresse de la défense pour aller sur un site non officiel. Fait que là, je l'ai appelé, ce gars-là, j'ai dit « Hey, en passant, t'as-tu été sur ce site-là? Tu t'es ouais, mais j'avais enlevé mon adresse, pas supposé de l'avoir là. » Ben regarde, ils ne l'ont pas fait, je t'ai averti tout de suite. Ça se peut des bonhommes avec un béret rouge qui sont la police militaire vont aller te voir que tu as posé une couple de questions en une couple de jours. Salut! Puis là, il faisait partie de la liste. Là. Il y en avait trois dans la région de Montréal, puis de ce gars-là, je connaissais, c'était drôle. Mais anyway, de plus en plus d'informations comme ça circulent allègrement. Puis c'est là qu'il faut se protéger. Le prince nigérien, y en a-tu qui ont réussi à y parler? C'est ça. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Salut! Moi aussi, je te fais salut. Puis là-dessus, après ça, donc, faut, encore là, nous autres, je crois qu'on est assez sensibilisés pour comprendre que Microsoft ne viendra pas nous aider à réparer notre laptop. Right? Ça vient d'une autre source. Ça me fait rire, on va faire un parallèle. J'étais à Haïti il y a 2 semaines, puis il y en avait des gens qui étaient installés dans la rue comme ça, qui offrent un service de scanning puis d'impression sur un coin d'eux comme ça. Puis quand je les ai vus, ça m'a fait penser à ce bonhomme-là. Mais anyway, il ne faisait pas de trucs illégaux. Il vendait un service comme ça, puis c'est des services au même titre qu'il y en a qui vendent des peintures, des trucs de même. Fait que, encore là, on peut-tu se prémunir contre ça? Mais oui, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation comme on fait là, et surtout envers qui? Envers nos parents, envers nos amis, qui, eux, présentement, ne sont pas ici et ne regardent pas la menace telle qu'on le voit. J'ai de la misère à faire passer des fois mon message dans les médias parce qu'ils voient ça, il chiale encore le gros, là, on va le laisser aller, ça va passer. Oui, mais demander, c'est parce qu'il faut l'amener le message à ce que ça soit un message qui est d'actualité puis que les gens ils prennent conscience. Le patching, il faut que ça se fasse, sinon, on mange une volée là-dessus. D'ailleurs, le mot de passe le plus populaire en 2017, c'était encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente. Je veux dire, ça vient de cette source-là où ce que 4IQ, ils ont collecté dans toutes les bases de données qui existaient sur le Darknet. Ça a totalisé 463 millions d'échantillons. Puis de ça, ils ont classifié les meilleurs, les top 15 de sites. Là. Password numéro 4, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6 d'ailleurs? Pourquoi? Bien, parce que souvent, la politique sur un Active Directory, en quelque part, c'est 6 caractères. Fait que imaginez, vous allez grossir ça à 8 caractères, bien, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui va commencer à monter dans le ranking. C'est vrai, là, la nature humaine est de même. Fait que, on est dans le trouble. Fait que de plus en plus, les menaces aussi vont venir avec des IoT, des appareils comme ça de divertissement, mais qui deviennent aussi des appareils où ça va donner lieu à des confrontations, vol d'informations, vol de propriété intellectuelle. Puis en même temps, érosion de la vie privée, parce que là, ça ne fait pas de bruit, ça s'en va à l'envers d'une fenêtre, dans un tour à bureau. Personne ne pense de fermer les rideaux quand tu es au 40e étage. Mais eux autres, ils vont jusqu'en haut. Là, fait que, des choses comme ça. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on y va avec le hasard? On va avec le tarot qui va nous dire demain matin si on est protégé contre la prochaine cyberattaque? Peut-être pas, peut-être pas. Est-ce que c'est lui qui va nous protéger ou le gars en arrière? Moi, je pense plus que c'est le gars en arrière. Lui, il a des chances d'arrêter les cyberattaques. Fait que, comme je vous disais, le gouvernement, Mme Gould, ici, la ministre, a fait une avancée. Voyons qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir qui s'en vient vers nous. Ça va être intéressant à suivre comme dossier. Parce que il n'y a pas longtemps, la cybersécurité au Canada, c'était pas mal ça qui se passait à Ottawa. Je ne suis pas gêné de montrer cette image-là s'il y a des gens d'Ottawa, parce que c'était le cas, il n'y avait pas moyen. Puis juste un exemple, encore là, avec un sous-ministre d'une conférence, je lui demandais, il dit pourquoi, quand il est arrivé WannaCry, as-tu qui ont vu ça, un petit virus qui s'est passé dans le monde au mois de mai dernier? Mais WannaCry, au Canada, c'est arrivé un vendredi. Vendredi, USDHS, les services de renseignement, j'ai oublié l'acronyme pour le UK, Nouvelle-Zélande, le Tchécoslovaquie, l'Australie, tout le monde disait pendant la fin de semaine, ça se passe, voici, c'est virulent, protégé, faites ci, faites ça. Canada, quand est-ce qu'on l'a su, nous autres? Le lundi après-midi. Pourquoi? On ne dérangera pas personne la fin de semaine, on va venir, tout. Ah oui, il y a une petite affaire.
Tabarnak, let's go. Après ça, vous me dites que vous êtes le leadership en cybersécurité. Bien, heureusement, ils ont répondu à la demande. Puis ça, le centre de cybersécurité, c'est lui qui va le prendre le lead à cette heure. C'est plus sécurité publique, la gang de fonctionnaires, je vous ai dit ça. Mais ça va être le centre de cybersécurité canadien. Puis là, on devrait avoir l'information qui arrive un peu plus fréquemment, puis à jour, puis on the spot. Parce que, voici un petit sondage, j'appelle ça un petit sondage quand même de basse amplitude, mais auprès des forces armées américaines. Fait que les soldats, eux autres, la préoccupation première qu'ils ont dans leur service, dans leur job, c'est pas le prochain terroriste, c'est pas la prochaine attaque qui va arriver de l'Ouest ou de l'Est, c'est la cybersécurité et les cyberattaques qui peuvent arriver contre eux autres. Maintenant, ce qu'il me reste à comprendre, salut, c'est-tu... j'ai senti l'ombre... C'est-tu à ce moment-là envers les moyens personnels ou envers les moyens stratégiques? Je pense que c'est envers les moyens personnels où ceux qui n'ont pas le moyen de rejoindre le famille à la maison, ça devient problématique. Protéger sa vie privée, il faut le faire. Il y a des moyens pour éviter d'avoir des engins de recherche comme TrollTrace qui peut faire apparition de m'emmener. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi TrollTrace, allez voir South Park saison 20. Vous allez triper sur la capacité de la vie privée qui peut être érodée de m'emmener. En se protégeant avec des VPN ou avec des moyens comme le Tor Network, c'est un moyen supplémentaire d'arrêter à ce que les gens viennent épier notre vie privée et qu'elle reste privée. Tout comme l'utilisation de PGP pour faire du email ou des portails comme Proton Mail. Et après ça, les mises à jour, faites des mises à jour. Mais surtout, arrêtez de vous déshabiller devant les médias sociaux de ce monde. Je veux dire, je ne devrais pas dire ça à vous, vous en êtes conscient, mais de plus en plus, les automatismes pour aller collecter cette information-là de tous les engins de recherche, des médias sociaux, les engins de recherche sont très forts, vous le savez comme moi, mais si vous cherchez toujours avec Google, Google va toujours savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie. Fait qu'il y a des moyens d'utiliser DuckDuckGo. Récemment, DuckDuckGo il a monté beaucoup au cours de la bourse parce que les gens sont de plus en plus conscients sur les moyens de vie privée où on peut se prémunir contre ça. StartPage, ça en est un. StartPage, qu'est-ce qui est le fun? C'est un site où c'est un moteur de recherche. On rentre notre recherche là-dedans. Il va stripper l'adresse IP d'où ça vient, où ça s'en va. Ça s'en va chez Google. Google va faire la recherche pour StartPage, mais Google ne saura jamais que ça provient de chacun d'entre nous, qu'on est ici à Québec, par exemple. Un fantastique moyen de garder notre vie privée. Après coup, donc, les browsers, TLS 1.3, ça s'en vient. Ça a été annoncé. Les sites Web restent à y convertir. Très peu de sites Web sont capables de travailler TLS 1.3. Ça devrait être une norme que ça soit en fonction pour éviter qu'on ait des problèmes. Au moins 1.2 est toujours possible, mais si vous référez au RFC 75-68, ça démontre comment l'importance elle est d'enlever le RC4. RC4 qui est le chiffrement qui a été vraiment craqué. Et SSL 3.0, TLS 1.0.1.1 sont vulnérables par rapport à ça. Pareil comme WEP, WPA, c'est un Wi-Fi, s'il vous plaît, recommandez pas à personne de prendre ça. Ça encrypte en RC4, puis vous l'avez déjà fait probablement, que c'est facile à rentrer là-dedans. Donc, gestion sécuritaire des mots de passe, le post-it, c'est pas trop fiable, c'est connu en dessous du clavier, en arrière de l'écran, la tablette, etc. Mais non, je ne devrais pas dire ça. Les assistantes administratives, je t'ai posé les petites madames, les secrétaires, tout ça. Mais eux autres, ils le font encore parce qu'ils sont investis de toute l'information quasiment de la haute instance de la compagnie. Fait qu'il faut qu'ils protègent cette information-là, mais encore là. Si vous avez à faire du social engineering, c'est les bonnes places. Protection des mots de passe, c'est mieux de le faire comme ça. Il y a de l'éducation qui est possible. J'ai commencé à enseigner à l'Université de Sherbrooke, microprogramme en maîtrise, en cybersécurité. Puis il y a d'autres écoles, d'autres instances qui commencent, ça se met sur le marché progressivement ici en français. Ça, c'est une bonne affaire. Le Polytechnique, Concordia, il l'offre aussi. Puis évidemment, dans l'entreprise privée, mais most of all, le DEFCON ici, il faut que ça reste comme que c'est, puis qu'on continue à l'alimenter. Parce que ça va venir nous gratter le fond de la tête de plus en plus, parce qu'on ne veut pas activer ces plans d'urgence-là, de tout débrancher si jamais il arrive quelque chose, parce que ça, c'est qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. Si on ne prend pas des actions, on ne se prépare pas envers ces situations-là, bien, à un moment donné, on va se faire ramasser, puis définitivement, on n'aura pas un assez gros bateau pour gérer la cybersécurité, la sécurité de l'information. Parce qu'avant ça, c'était des grosses civilisations avec des sabres, des batailles interminables. Aujourd'hui, c'est un clavier et un écran qui peuvent amener à terre une civilisation. Je vous remercie et bonne conférence.